À côté, des transferts de richesses des plus riches vers les plus pauvres. Ça, c'est dans un pays, ça se fait, mais dans l'Union européenne, ça ne se fait pas. Mais il y a d'autres. Est-ce que vous avez examiné d'autres solutions? Parce qu'à un moment donné, l'Allemagne était considérée comme le malade de l'Europe. Il y a eu. Ils ont augmenté la TVA, ils ont fait ce qu'on appelle une TVA sociale, mais on n'en veut pas, mais eux l'ont fait hein, pour baisser les charges sociales. C'est la France qui est un des pays où les charges sociales sont les plus élevées. Il y a aussi la montée en gamme, on le voit également dans un certain nombre de secteurs. Bon, ils ont fait le haut de gamme, il y a aussi toutes les PME. Bon, nous, on est quand même, on n'a pas tellement dit nos PME. On a nos grandes entreprises qui sont aussi multinationales et nos PME connaissent beaucoup de difficultés. Donc, il y a un certain nombre d'autres choses qui pourraient faire avant d'envisager peut-être la sortie de l'Allemagne de l'euro pour permettre un rééquilibrage, parce que c'est la faiblesse de la France si l'Allemagne prend la tête, c'est parce que la France est faible. Enfin, moi, c'est ma tête, c'est mon point de vue. Mais, bon. Et oui, mais enfin, la France a un déficit annuel avec l'Allemagne en bien manufacturier. Mais partout, même en agriculture, on est en train de devenir. Même en agriculture, on a des coûts de production plus élevés qu'eux. Eh bien, oui. Mais oui, monsieur, on a des coûts de production parce que aussi, à catégorie de salariés donnés, on a des coûts de main-d'œuvre plus élevés. Hein, oui, c'est faux. Et c'est de meilleure On donnerait qualité tout aussi. à l'heure des statistiques. Compléter cette phrase à monsieur. Il y a incontestablement en Europe, comme en Asie ou en Afrique, des fondements culturels à l'action économique. Et je me souviens, je travaillais chez SKF et chez Siemens, il y avait, pour tous les ouvriers, quand on sortait à midi, quand on sortait le soir, il y avait une boîte aux lettres. Si vous avez des bonnes idées pour l'entreprise, donnez-les nous. Et tout le monde mettait ça. Et à la fin de la semaine, tout ça, c'était décortiqué, c'était expliqué. Et on arrivait à des gens qui disaient des choses qui seraient complètement inacceptables pour certains types de syndicats. Bon, bah, plutôt que de fermer, oui, dans le fond, on accepterait de rester chez nous un petit peu plus et puis de gagner un petit peu moins, mais attention, à condition que ça aille dans l'autre sens un peu plus. Il y a des questions culturelles qui sont acceptables. En France, c'est qu'ils ne sont pas. Je suis absolument de votre avis. Si vous voulez, ce qu'on entend le plus souvent, c'est on montre les Allemands, c'est le bon exemple, voilà, vous voyez leur performance, etc. Sous-entendu, il faut que les Français se mettent à se comporter comme des Allemands. Mais on a une histoire, des choses qui sont dans la tête, qui sont depuis des siècles. On ne va pas transformer les Français dans leur comportement, dans leurs réflexes, si je puis dire, en allemand. C'est impossible. On est différents. Je dis pas, on n'est ni meilleur ni moins bon, on est différents. Eh bien, il faut prendre cela en compte. Le fait, quand chacun avait sa monnaie, il n'y avait pas de problème. Si l'un faisait davantage d'inflation que l'autre, mais de temps en temps, on faisait un réajustement des parités monétaires et l'équilibre était rétabli. C'est ça qu'il faudrait faire, c'est tout. Je ne sais pas qui J'avais une question pour M. Guy Schlüter, s'il vous plaît, excusez monsieur. Vous avez parlé de, à juste titre, avec votre conclusion d'une pirogue, d'un bateau dans lequel serait le monde. Par contre, je me rends compte que sur vos trois brillantes interventions, il n'y a pas le printemps arabe. Et comment vous pouvez positionner la notion d'émergence avec le printemps arabe? Parce qu'évidemment, les pays arabes se sont modifiés dans leur IDH, dans les Mais je voudrais quand même, effectivement, on avait parlé de l'Iran, mais j'avais dit aussi qu'il y avait dans chaque pays le spirituel, le naturel et le matériel. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que tout ça, ça évolue, bien sûr, avec le temps. Mais quand ça n'évolue pas de manière synchrone, il y a des risques de cassure. Quand vous avez subitement un pays qui s'enorgueillit d'avoir un président qui met avant tout, par exemple, je ne sais pas, la culture, la religion ou autre chose, ou au contraire un autre qui dit nous d'abord, et on va organiser notre économie de façon à ce que nous soyons les gagnants, vous voyez, l'Amérique d'abord, etc. C'est deux approches différentes. Mais quand l'évolution n'est pas synchrone, il y a un risque de cassure. Et ça, c'est très très vrai. C'est la seule chose que je dirais, si vous voulez, sur les printemps arabes, et je suis honnête, je ne connais pas suffisamment la question pour vous fournir une réponse. Je vous remercie. Alors,
Oui, simplement pour dire qu'on a parlé lors de notre première réunion dans le cadre de l'Europe et de l'innovation internationale. Alors, monsieur? Oui, c'était est-ce qu'il n'y a pas pour la zone euro à faire une harmonisation fiscale entre les différents de... Ça, c'est un préalable avant d'envisager des sorties de certains pays. C'est pas la première chose à faire. Mais moi je me plaçais, je citais l'un des pères, sinon le père de l'euro, M. Otmar Hitzing. Hein. Il avait quand même envisagé ça. On ne peut pas faire comme s'il n'avait rien dit. Mais bon, parce que vous comprenez bien que dire il faudrait réformer la fiscalité des uns et des autres, ça va prendre du temps. Oui, mais si on commence pas, voilà. Mais je ne suis pas contre. Hein. Oui, alors pour résumer un peu le problème du couple franco-allemand, parce qu'on en a parlé, je ne me lisse pas à dire évoquer la fameuse chanson qui dit en voiture symbole, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Les Allemands conduisent et les Français font Sarkozy, on a vu le langue, voilà un peu, c'est ça le couple franco-allemand. Et alors, je propose qu'on s'arrête quelques minutes. Il y a quelque chose qui pour moi, à titre personnel relativement émouvant, c'est que je suis franco-allemand. Je suis d'une culture franco-allemande. Et vous téléphonez chez moi, ma femme vous répondra en allemand. Voilà. Donc c'est intéressant pour moi d'entendre ces deux points de vue. Et quand je vais en Allemagne, très régulièrement dans la partie de la famille qui est à Ulm, on me parle d'une France qui, ça me choque de la façon dont ils, par exemple, parlent aussi. Il rêverait que la France soit plus dynamique sur sa chaîne. Voilà, peut-être. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît bien les deux cultures et qui vit ces deux cultures, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que ma belle-mère aurait dit à ma femme, mais pourquoi tu es épousé un Français? C'est pas ça. Mais je veux dire qu'il n'y a pas la même culture, c'est très clair. Et il n'y a pas les mêmes réactions devant les mêmes problèmes au niveau global, au niveau économique. Là, vous parlez, il a eu tout à fait raison, monsieur Saint. Il y a un problème de fiscalité à régler, mais fiscalité dans tous les domaines. Ça concerne ce que je vais payer comme impôt à la fin du mois, mais ça concerne aussi ce qu'on va me prélever comme taxe d'habitation, etc. Tout est à mettre en compte. Mais je serais moins sévère que Vanna sur l'Allemagne. Je pense qu'ils ont une destinée qui sont en train de dérouler au niveau économique. Ils s'y prennent pas trop mal, mais c'est vrai que la sortie de l'euro, il n'est pas possible qu'elle se passe pour beaucoup plus de pays qu'on y pense. Hein. Ce ne serait pas que l'Allemagne, peut-être. La sortie de l'euro remettrait les pendules à l'heure dans certains domaines, quitte à re-rentrer après avec des pendules déjà mises à l'heure, si vous voulez. Mais il est vrai qu'il y a des différences européennes, et il y a quand même les pays européens qui ne sont pas dans la zone euro aussi, qui sont à prendre en considération et qui quelquefois réfléchissent. Est-ce que j'envoie mon fils aller travailler en Allemagne? Est-ce que je l'envoie aller travailler en France? Quand on est dans certains pays européens, mais qui sont à l'étranger. Non, mais c'est vrai que tout ça, c'est en mutation. Je vous dis, c'est la pirogue et la même chose. Bien, merci. Alors, il y a certains économistes qui voyaient en fait une solution dans le fait à la crise de l'euro, dans le fait qu'on constitue 2 euros des pays du Nord et 1 euro des pays du Sud. D'une certaine façon, la sortie de l'Allemagne, ça serait temporairement déjà 2 euros. 1 euro du Nord, l'Allemagne, et le reste. Oui,
Les Américains, Bonjour à vous. Salut. C'est pas grave, mais c'est un verbe un petit incident vasculaire qui s'est traduit par... Ben voilà, Ah oui, c'est vrai. C'était déjà Il faut demander à Richard. ça me fait plaisir. Gagnera, Thibaut, jamais Georges Cocody, Saint-Jean, c'est tout. Ok. C'est vrai, j'étais vraiment connu. J'ai pas né. J'étais là-bas, voilà. J'étais détaché, ils sont maintenant tout un tas de petits. J'ai aussi beaucoup aimé. Avec Xavier, parce que je crois qu'il est assez proche. Check-nous. Si je vois. Ah oui, quel endroit? On a quand même assez fâché. C'est clair que j'étais déjà deux mois, j'étais à Shanghai, à et puis à Shanghai aussi, qui contribue là. Et je vais beaucoup aussi au Vietnam pour les stabilités. Et donc, ah oui, mais il y a maintenant un hôpital franco-iranien aussi. Oui, non, mais ça existe encore. Je connais. Et donc, actuellement, la Hongrie, très clairement, mais ça c'est pour mon Afrique. Voilà, pareil, on dit, c'est moi ça.
Qu'est-ce qui marche à 4 pattes, puis à 2 pattes, puis à 3 pattes. Vous voyez, c'est quand même pas hyper. Alors ça, c'est d'accord, mais ça... C'était des centres ça. Il y a un du destin, et s'il y a un destin de quoi qui se sont méprisés Non, 240. Il y a une démarche saïs, démarche j'aurais pu dire les biens. Ah oui, quand je disais, quand je disais, bon, j'ai aidé un président et ils m'ont demandé. Les gens qui disent en fait. Ça va? On a supprimé 20 ou 30 millions d'emplois et on a fait 80 millions d'emplois industriels. Donc le solde d'emplois industriels entre les destructions et les inflations est positif. Il faut des manipules dans la parce qu'ils ont tout joué, ils ont tout joué sur la CINI. Pas du tout. Et puis alors, ça a fait monter la difficulté qui a été un long
y a plein de choses à changer. C'est grave parce que ça donne des armes à des gens qui disent c'est vrai qu'il y a en ce moment les choses à changer. J'ai eu Paris dans une rencontrer des anciens élèves qui ont été à un moment ou à un autre. Oui, C'est là-bas, c'est celui qui a le verre de... Non, encore plus loin. Ah bah, je vais venir quand même.
travaille dans le corridor. Quand il y avait quelqu'un qui est né au Bordelais, je sais, quand quelqu'un est né au Bordelais, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est simplement de là. Moi, je suis c'est assez fouillé ce truc. Non, je parle aussi pour le Ah oui. Là-bas où les moi j'ai beaucoup aimé Boaké aussi. Mais bon, j'ai un copain, il aimait beaucoup, il a acheté une maison là-bas aussi à Marseille. Oui. Là où il y avait aussi la fameuse cathédrale, la cathédrale. J'étais le seul couple, ma femme et moi, au Niger, ma femme était à la coopération allemande et moi à la coopération française. Bien, nous allons reprendre parce que nous devons absolument quitter la salle plus tôt que prévu, une demi-heure plus tôt que prévu. À 6 heures, il faut avoir complètement terminé. Donc là, nous avons une nouvelle table ronde portée sur les questions économiques, enfin, quelques questions qui se posent à l'Union européenne, qui, comme vous le savez, vient de fêter ses 60 ans. Cette Union européenne est malheureusement en mauvaise forme. Et donc, à la fois, on va souhaiter les 60 ans du traité de Rome, et en même temps, on ouvre peut-être le début de la désintégration de l'Union européenne, puisque, comme vous le savez, hier, le Royaume-Uni a
déposé sa demande pour quitter l'Union européenne. Alors, depuis, on va dire depuis 2007-2008, l'Union européenne enchaîne crise sur crise. Bon, elles sont multiples. Hein, là, maintenant, on a la crise des migrants, etc. La montée des populismes. Et si on se limite aux questions économiques, on voit que cette succession de crises depuis 2017-2008 met à mal l'intégration monétaire de l'Union européenne et elle révèle des fragilités structurelles de l'économie européenne. Alors, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, paraît tout à fait inaudible, enfin j'ai l'impression qu'il me donne. Et on voit que toutes ces exhortations n'ont pas beaucoup d'effet. Là, je me réfère à ce qu'il a pu demander aux différents pays membres pour accueillir des réfugiés. Ces demandes sont restées lettres mortes. Et il a mis en place un plan de développement pour développer l'investissement. En 2016, les sommes allouées par l'Union européenne pour développer l'investissement dans les secteurs de nouvelles technologies ont été doublées, mais bon, pour l'instant, on n'a pas aucun recul pour savoir si ce plan va être capable de relancer l'économie européenne. Alors, nous accueillons trois chercheurs qui sont tous des universitaires. Le professeur Benjamin Cordia, qui est professeur d'économie à Paris 13, et qui va nous présenter la réponse de l'Union européenne à la crise financière de 2007-2008 et nous expliquer pourquoi, de son point de vue, cette réponse n'a pas été concluante et n'a pas permis à l'UE de sortir de sa crise. Ensuite, nous entendrons le professeur Dominique Redor, qui est professeur d'économie émérite à l'université de Marne-la-Vallée, qui est un spécialiste de gestion d'emploi, notamment dans l'Union européenne, et qui nous parlera du dumping social européen. Et enfin, nous entendrons Xavier Richer, qui est un professeur émérite d'économie à l'université de la Sorbonne Nouvelle, et qui va prolonger un peu la communication de Jean-Paul Guichard, qui a introduit un premier scénario qui a provoqué pas mal de réactions. Et donc, Xavier Richer va envisager, lui, d'autres scénarios qui, peut-être, pourraient apporter une solution à la crise protéiforme que traverse l'Union européenne. Voilà, donc la parole est au professeur Cordia. Merci beaucoup. Alors, deux petits préliminaires pour remercier Xavier de m'avoir invité à cette table ronde. Le deuxième, c'est pour le remercier encore, et puis Dominique aussi, d'avoir accepté une inversion des tours de présentation, si je peux dire. Bon, comme vous le voyez, je suis un peu handicapé, en plus c'est un handicap récent, donc voilà. Je vais sans doute devoir écourter ma présence parmi vous, mais je tenais quand même à faire la présentation et à bénéficier de cet échange. Donc, mes excuses par avance si je dois m'en aller avant la fin. Alors maintenant, sur l'exposé lui-même. Bon, le cœur, c'est effectivement la réponse inappropriée de l'Union européenne à la crise financière de 2012. Mais en rédigeant en travaillant sur ce sujet, qui me préoccupe depuis un moment, il m'a semblé qu'une mise en perspective plus globale était totalement indispensable. Alors, moi j'ai l'habitude d'essayer de laisser des messages clairs. Donc je vais vous dire d'emblée quelle est la thèse. Voilà. Alors, je pense que, c'est la thèse que je vais vous défendre, la crise de l'Union européenne, c'est bien une crise de la construction européenne, c'est-à-dire c'est une crise
de la construction institutionnelle. L'Europe, aujourd'hui, fonctionne sur un certain nombre de failles institutionnelles qui lui coûtent extrêmement cher et peut-être sa vie et sa survie. Bien. Premier point. Deuxième point, ce défaut de construction institutionnelle, il n'est pas originel. Je suis assez agacé quand je lis en ce moment, quels que soient les points de vue, sur l'Europe depuis son naissance, est mal née, c'est une entité atlantiste américaine, c'est pas vrai. L'Europe, à sa naissance, elle est multiple, il y a toutes sortes d'influences, il y a la résistance, il y a les chrétiens, il y a les atlantistes, il y a les Européens, utopistes convaincus, il y a tout à la naissance de l'Europe. Et en vérité, je pense qu'il y a plusieurs phases dans l'Europe. Et la première phase de l'Europe, je vais insister sur, j'insiste sur la thèse, pas sur le détail. La première phase de l'Europe, on va dire de l'après-guerre, 58 étant déjà un moment d'affirmation de choses qui se sont préparées avant, jusqu'au début des années 80, qui est le tournant néolibéral, avec l'élection etc. Ben, ça a marché à peu près bien, ça a même marché plutôt bien, je vais y revenir. Voilà. Les failles institutionnelles, c'est la deuxième phase. C'est au moment de la construction de l'euro. Et là, clairement, l'euro a été mal construit. Et on en paye tous les prix actuels. Et c'est la troisième partie de ma thèse, si vous voulez. La troisième partie de ma thèse, c'est que on s'enferme dans des failles institutionnelles. Le traité de 2012, au lieu, le traité budgétaire, post-crise financière, au lieu de revenir en arrière en tirant les leçons de pourquoi on allait si mal, a durci encore plus les travers et les défauts de la construction institutionnelle. Je vais y revenir. Et donc ma conclusion, je peux vous la dire dès maintenant, c'est que où on trouve un moyen de sortir de cette nasse institutionnelle, je répète, et il y a peut-être une chance qu'on puisse continuer la construction européenne, où on reste dans cette nasse. Ce qui est embêtant, c'est que l'Allemagne, pour le moment, ça a l'air de lui convenir, parce qu'elle en tire un certain nombre de bénéfices, d'où le fait de la difficulté d'en sortir. Mais si on reste dans cette nasse, alors on va vers différents scénarios qui vont du délitement à l'implosion, à l'explosion, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça, contrairement à ce que l'Allemagne d'aujourd'hui croit, et sur lequel elle insiste si fort pour surtout rien bouger. Vous avez peut-être vu que même après le Brexit, il ne se passe rien. L'Allemagne a dit non, on continue comme avant, on va juste négocier la sortie. Je veux dire, rien ne sert de semonce, rien, absolument rien. Donc il y a un vrai problème. Mais je répète, c'est pas du tout congénital à l'Europe, parce qu'il y a cette thèse-là qui circule. L'Europe est mal née, elle est impossible, il ne peut y avoir l'Europe que d'États-nations, etc. Tout ça, c'est des âneries. Alors, pourquoi c'est des âneries? Parce que d'abord, mon premier point, justement, à savoir du traité de Rome aux années 80, l'Europe était confrontée à deux missions. La première, c'était de la paix, c'était de rendre irréversible, si je peux dire, le retour à la guerre, en créant des liens de solidarité économique, politique, diplomatique, etc. Voilà. Ça, c'était la première mission. Et la deuxième mission, je vais faire bref, c'était de servir de relais d'accompagnement à la croissance économique. Ce que nous, les économistes, dans le jargon, on appelle le Fordisme, qui est la grande glorieuse, si vous voulez. Mes petits copains qui ont tant de haine vis-à-vis de l'idée même d'Europe, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi les 30 Glorieuses, c'est la période du traité de Rome. Il faut qu'ils nous expliquent ça. Donc je veux dire, pendant toute cette période-là, l'Europe était parfaitement en phase, la construction européenne était parfaitement en phase avec les besoins. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est la chose suivante, c'est que c'est aussi la période, du point de vue de l'Europe, de la montée de la politique de la concurrence, qui va devenir si importante par la suite et servir de limitation aux politiques nationales. Mais cette politique de la concurrence, jusqu'à cette époque, elle est nécessaire, parce qu'on ne peut pas faire un marché unique si on n'a pas une vraie politique de la concurrence, c'est pas possible, mais bien qu'elle ait été forte, elle n'a pas empêché les programmes nationaux, elle n'a pas empêché les grands projets en France, elle n'a pas empêché comment dire, la construction des champions nationaux. Donc voilà, pendant toute une période, en gros, ça a marché à peu près.
Je vais vite. Deuxième période, je la fais démarrer délibérément de 1986, parce que le 1986 c'est l'acte unique, et jusqu'à, on va dire, 2001, c'est-à-dire le traité de Nice sur l'élargissement. Alors ça, c'est la période de toutes les erreurs. Bon, alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que si des erreurs ont pu être commises, c'est que l'Europe a changé de trajectoire, c'est-à-dire qu'il y a eu une série de choses nouvelles qui faisaient que l'ancienne construction n'était plus adéquate, l'ancienne construction institutionnelle, et qu'il fallait la changer. Et c'est justement dans ces changements qu'ont été commises les erreurs. Alors, quelles sont les choses qui ont changé entre la première Europe, si j'ai envie de dire, hein, par provocation, j'ai presque envie de dire les jours heureux, hein, puisque c'était le thème du programme de la résistance. Bon, qu'est-ce qui a changé? Une série de choses, hein, vous allez voir pourquoi la nouvelle construction institutionnelle ne peut pas être identique à la précédente. Premièrement, on est rentré dans une zone de taux de change flexible. Après 1971 et la décision de Nixon, alors qu'on était en change fixe. Et donc on a eu le début non seulement de l'instabilité dans les taux de change, avec la violence que ça représente sur les rapports de compétitivité, mais de la spéculation sur les monnaies nationales. Rappelez-vous, la spéculation sur la monnaie portugaise, espagnole, et même sur la livre sterling, dont Soros a eu la peau. Hein, il faut quand même s'en souvenir. Bien sûr, c'était pas la rigolade. Hein, je veux dire, la période de tension et de violence. Bon. Deuxièmement, c'est une période de déréglementation financière accélérée, hein, avec la fin de, comment ça s'appelle ça, le fameux l'acte de séparation des banques publiques et d'affaires. Comment ça s'appelle ça? Ouais, non, pas le Dodd-Frank, c'est la... Non, c'est la... Bon, enfin, ça passe. Bon, bref. Bref. C'est la déréglementation financière. Toujours dans la même période, on a... alors, ce que je voudrais dire, c'est que les néolibéraux durs, hein, les monétaristes durs, hein, à savoir Reagan, Thatcher, qui ont fait la déréglementation, qui ont fait le Big Bang de Londres, etc., ils ont été suivis par une vague de néolibéraux moins comment dire, flamboyants, mais très efficients aussi. Hein. Clinton, Blair, Schroeder, ils n'y ont pas été de main morte hein, en matière de poursuite des déréglementations, aussi bien financières que du travail. C'est enfin, c'est peut-être le plus important pour nous en Europe, la chute du mur de Berlin, et donc qui signifie deux choses à la fois. Qui a signifié deux choses à la fois, ce n'était pas nécessaire, mais qui a signifié deux choses à la fois. La réunification allemande à marche forcée, qui a complètement changé la donne de l'Europe, et la vertueuse Allemagne, qui nous donne aujourd'hui des leçons, a mis l'Europe sans dessus-dessous, parce qu'ils ont comment dire, emprunté sur le marché international des centaines de milliards de marques, ont fait exploser les taux d'intérêt à plus de 10%, bien, pour assurer ensuite des transferts massifs de l'Ouest vers l'Est. Ils ont parfaitement bien fait, ils avaient raison de le faire, hein, mais je veux dire, ils n'ont rien géré de la coopération européenne, ils ont fait ça à leur main, à leur manière, en faisant payer à l'ensemble de l'Europe le coût de leur propre réunification. Ceci simplement pour dire qu'ils ne sont pas si bien placés qu'ils le croient pour donner des leçons de vertu et de coopérativisme. Bien. Et puis, parallèlement, on a eu aussi, avec l'effondrement du mur de Berlin, la libération, si je peux dire, entre plusieurs guillemets, de tout ce bloc de l'Est, l'instabilité revenue en Europe, après l'affrontement entre blocs, et donc cette question de ce qui va se traduire ensuite par l'Europe à 27, hein, à la fois dans une poursuite de guerre froide, si je peux dire, les faire passer dans notre bloc, et à la fois dans une tentative de stabiliser ce qui pouvait l'être, compte tenu de tout ce dont était porteur cette libération à l'Est. On l'a vu avec les guerres en Yougoslavie, bon, qui se continuent d'ailleurs aujourd'hui d'une certaine manière avec l'Ukraine, etc., etc. Alors,
C'est à ce moment-là, je ne peux pas tout refaire évidemment, et on n'est pas là pour ça, mais c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire l'euro. On a eu raison d'essayer de faire l'euro. En tout cas, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a eu raison de faire l'euro. Ceux qui disent « Ah ben oui, l'euro était une erreur », oui, l'euro a été mal construit, mais la tentative de faire l'euro se justifiait pleinement. J'ai fait référence tout à l'heure à l'instabilité monétaire, à la violence des taux de change, aux guerres qui étaient en cours. Il faut rappeler aux Français que de 80 à 80, entre 80 et 83, on a dévalué le franc 3 fois, et pour assurer le succès de la dévaluation, on est passé à un régime d'austérité qu'on n'a plus quitté depuis. Alors il ne faut pas faire semblant qu'on a fait l'euro sans raison. On avait d'excellentes raisons d'essayer de stabiliser tout ça. Le problème, c'est que le choix qui a été fait en matière de construction de l'euro s'est révélé totalement erroné et inapproprié. Dans les textbooks, tout le monde sait, et les Européens savaient aussi, que si on veut une monnaie unique, il faut certaines conditions. Et les conditions qu'il faut, c'est au minimum un budget commun, de l'ordre minimum 15%. Aux États-Unis, il est de 22-23% aujourd'hui. Bon. Il faut de l'harmonisation fiscale, il faut de l'harmonisation sociale, et il faut une politique de transfert. Je veux dire, le salaire minimum dans le Minnesota, il est payé, et il est le même que celui qu'on peut avoir dans le Colorado ou je ne sais où. Pareil. Voilà. On a voulu faire l'Europe sans ça. Il y a eu accord des Européens sans ça. L'Allemagne a été porteuse de ce projet, mais il a été validé par l'ensemble des Européens. Bon. Et qu'est-ce qu'on a inventé? Alors là, c'est le concept allemand. Alors là, je vais dire, on va sonner de balance, parce que si vous devez apprendre aujourd'hui une chose de mon exposé, c'est celle-là. Parce que ça, c'est très peu dit, et pourtant, c'est clé. Le concept allemand, c'était, OK, on ne va pas faire une monnaie unique avec les vraies conditions de la monnaie unique. Bon, on va faire autre chose. On va faire, et ils ont inventé ce truc rare, qui s'est avéré être une catastrophe, qui s'appelle une communauté de stabilité budgétaire. Je suis même extrêmement frappé de voir que le mot a disparu, alors que c'est le concept qui était à la base de la zone euro. Qu'est-ce que c'est la communauté de stabilité budgétaire? Eh bien, c'est, on fait l'Europe, d'accord, on fait l'euro, sans aucune des conditions, sans harmonisation fiscale, sans harmonisation sociale, sans politique économique de transfert, sans budget. Pourquoi? Parce que on reporte sur chacun des pays membres la contrainte d'équilibre. 3%, 60%, le fameux accord de Maastricht. Un peu arbitraire, mais on se dit 3%, 60%, il ne se passera rien, en gros, de sérieux, et chaque pays doit devoir assumer ça. Et pour s'assurer que 3%, 60% sera géré par chacun des États-nations, okay, on s'en est donné des moyens institutionnels. Là, voilà la faille institutionnelle. La faille institutionnelle, elle est double. Elle est, d'abord, c'est spectaculaire, article 125 du traité, no bailout clause, à savoir accord de non-solidarité. Si un pays est dans la merde, passez-moi l'expression, il se démerde. Constitutionnellement, l'Europe ne sera pas solidaire. Donc c'était la menace de 3%, 60%, démerdez-vous, il n'y aura aucune solidarité. Et c'est bien ce qui s'est passé lorsque la Grèce a plongé, on l'a laissé crever pendant 2 ans avant de bouger. Et le résultat des courses, c'est qu'ils vont crever pendant 20 ans. Bien. Donc, ça a été appliqué. Comment? No bailout. Et la deuxième garantie, et la deuxième garantie a été une banque centrale européenne à qui, initialement, il était interdit de racheter des dettes nationales. D'accord? Ça veut dire que chaque pays est totalement responsable de son endettement. Alors, on est dans quelle situation? Chaque pays doit réaliser l'équilibre, doit converger, alors que les rapports de force
économiques sont insensées. Quelle comparaison peut-on faire entre l'Allemagne, la Hollande, le Danemark et l'Italie, le Portugal, la Grèce? C'est impossible. Vous voyez, je veux dire, il faut que tout le monde fasse 3%, 60%, mais il y en a qui conduit une Ferrari, l'autre qui conduit une 2 chevaux. Et il faut converger à 3%, 60%. Voilà. Et pas de solidarité, et pas de transfert. C'est ça qu'on a mis au cœur de la construction de l'euro. Et quel est, comment dire, de quoi disposent les pilotes à l'intérieur des États nationaux? Ils n'ont pas de politique budgétaire, contrainte de 3%. Ils n'ont pas de politique monétaire, c'est du côté de la BCE. D'accord? Ils n'ont pas de possibilité d'endettement. Oui, non, ça va, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste la déflation salariale. On peut s'ajuster uniquement par la déflation salariale. Voilà. Non mais tout ça est construit institutionnellement. C'est ça le chemin. Bon, alors, tout ça va exploser en 2008. Donc je finis. Tout ça va exploser en 2008. Disons, avec l'explosion de la finance internationale, tous les déséquilibres qui se sont construits. On va prendre le cas de la Grèce. La Grèce avait le même taux d'intérêt pour s'endetter que l'Allemagne. Pourquoi? Parce que dans cette logique, le surveillant de l'endettement, c'est les marchés financiers. Les marchés financiers sont intelligents. Donc si les États dépassent 60%, on ne leur prêtera plus. Sauf que les marchés financiers sont des ânes. Les marchés financiers, ils fonctionnent à cette hauteur-là. Et donc, avec l'idée que, comment dire, la Grèce était membre de l'Union européenne, etc., le différentiel de taux d'intérêt avec l'Allemagne, il n'y en avait pas. Donc la Grèce et les autres pays se sont endettés jusqu'aux oreilles. Autrement dit, les marchés financiers n'ont pas joué leur rôle de surveillant par rapport aux 60%. Le construit institutionnel qui devait garantir les limitations de l'endettement n'a pas fonctionné. Parce que ce construit institutionnel, c'était le marché. Donc tout a explosé. Alors, janvier 2012, on pouvait espérer qu'en 2012, on allait dire, ok, on a faux, ça a divergé de partout, ça a explosé de partout, les marchés financiers n'ont pas joué leur rôle de garant de ne pas dépasser 60%, pire que ça, ils ont jeté de l'huile sur le feu, ça veut dire qu'au moment où on a eu besoin d'eux, ils étaient parfaitement en crise, et ils ont encore accru les spreads, les différentiels de taux d'intérêt. Donc, pas du tout. En 2012, Mme Merkel a dit, ah bon, 3%, 60%, ça n'a pas marché, très bien. Alors maintenant, on va faire 0,5%, 60%. Parce que le traité budgétaire de 2012, c'est 0,5%. Aujourd'hui, on dit, dans un an, la France sera dans les clous parce qu'elle sera à 3%. Mais pas du tout. Les clous, ils sont à 0,5%. Lisez-le, le traité budgétaire. Bon, donc c'est une folie. Bon, alors, comme les marchés financiers, comme les anciens rééquilibrateurs, si je peux dire, n'ont pas fonctionné, on en a inventé de nouveaux. C'est le six-pack, etc. Et c'est quoi le six-pack? Ça veut dire, votre budget doit être validé avant par la Commission européenne. Deuxièmement, si vous vous écartez, il y aura des procédures de retour automatique à l'équilibre décidées par la Commission. Et si vous ne respectez pas, vous serez sanctionné. Rien de tout ça ne fonctionne, évidemment, parce que tout ça est ingérable, parce que ça voudrait dire transférer un pouvoir à la Commission qu'aucun État n'est prêt à céder. Donc on a écrit un traité qui est un ramassis d'inepties, un ramassis de choses inapplicables et vérifiées, inappliquées. Bien. Alors maintenant, je finis tout. Bon, alors on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça. Mais vous voyez bien, ça ne marche pas, parce que ça lâche de partout. Alors, il y a non seulement la Grèce, qu'on a condamnée à mourir et à revenir au Moyen-Âge, bon, à travers ces systèmes-là, de non-solidarité, bon, mais il y a les Anglais qui sont là. Il y a à l'Est le groupe de Volgograd, c'est ça? Visegrad, qui s'est constitué, qui n'en fait qu'à sa tête. Il y a sur sur la question des migrants, un échec absolument total. On a, y compris le groupe de Visegrad qui a reconstruit des barbelés
Bref, ça part en couille, passez-moi l'expression, dans tous les sens. Non. Bien, j'ai fini. Donc on peut continuer à fermer les yeux. Et comment dire, la championne, c'est Madame Merkel. Hein, parce que Madame Merkel, c'est on ne touche rien. On ne touche rien. Les retraites allemandes sont payées par un euro stable et le fait que chacun est responsable de ses déficits. Donc on ne touche rien. On ne touche rien. Sauf que si on ne touche rien, qu'il ne se passe rien, ça va. Sauf qu'on ne touche rien, et le résultat du fait qu'on ne touche rien, comme la construction institutionnelle est totalement défaillante, eh ben ça lâche et ça part en morceaux de tous les côtés. Voilà. Alors, j'ai fini. Donc, soit on reste comme ça, et il y a plusieurs scénarios, on va en parler tout à l'heure, l'implosion, l'explosion, le délitement, etc. Mais ça ne continuera pas. Ça ne continuera pas. Soit on touche quelque chose, hein, et il faudra un nouveau traité. Et donc, de ce point de vue, par exemple, moi, je salue le travail de Piketty. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça peut se discuter, tout ça. Mais au moins, il y a une proposition sur la table. Il peut y en avoir d'autres. Hein. Je dis, je salue ce travail-là, comme je salue le travail de ceux qui essayent de savoir comment on peut en sortir. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour en sortir, il faut de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale. C'est totalement indispensable. Il faut en finir absolument avec les paradis fiscaux. Il faut reconstituer une base fiscale pour les États nationaux. Comment voulez-vous que les États nationaux fassent face à leurs problèmes sans base fiscale? Ils en ont de moins en moins. Ils en ont de moins en moins. Parce que tous les mastodontes d'aujourd'hui, Apple, Amazon, etc., paient pas d'impôts. Paient pas d'impôts. Imaginez la construction fordienne, c'est-à-dire le keynésianisme, avec Ford, General Motors, Caterpillar, etc., qui ne payent pas d'impôts. On n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Il faut de l'impôt pour faire de l'État social. Vous comprenez? Bon. Or, on a construit les lessiveuses qui font que tous les grands mastodontes d'aujourd'hui ne payent plus d'impôts. Donc, il faut de l'harmonisation fiscale, il faut de l'harmonisation sociale, ça, tu vas en parler certainement. Il faut un minimum de politique budgétaire et de transfert. Alors, sous quelle forme? Voilà, une des propositions de Piketty, c'est jusqu'à 60%, c'est socialisé. Au-dessus de 60%, les États sont responsables de leur dette. Parce qu'il est évident que les États doivent être responsabilisés aussi. Donc, il faut trouver un nouvel équilibre entre les partages de risques et les responsabilités prises. Hein, les responsabilités assumées par chacun. Que chacun ne fasse pas n'importe quoi, bien évidemment. Mais ou bien on va de ce côté-là, ou bien on va vers la délitement. Et malheureusement, parce que vous avez bien compris que ce n'est pas de gaieté de cœur que je raconte tout ça, malheureusement, je pense que la voie dans laquelle on est, c'est celle du délitement. Le seul espoir, c'est que Mme Merkel s'en aille, et avec elle toute son équipe, donc en particulier l'infâme Dr Schauble, c'est incroyable ce type. C'est incroyable le mal qu'il a fait à l'Union européenne, bon, avec son dogmatisme, son égoïsme, etc. Bien. Donc, que cette équipe s'en aille. Si l'équipe de Schulz arrive, bon, à ce moment-là, on peut imaginer des choses. Donc, vous voyez, là encore, l'avenir est lié à des conditions à la fois économiques et politiques. Mais de toute façon, disons, il faut changer de logiciel, il faut changer l'institution. Et pour ça, il faut certaines conditions politiques. Voilà, je vous remercie. Effectivement, tout de suite quelques questions. Oui, Dominique, oui, donc si tu permets je vais me permettre d'apporter un petit complément à ce que tu as dit. Je veux dire que je suis en accord total à peu près avec toute ton analyse. Ce qui n'est pas évident parce que c'est une question qui est très controversée et il y a beaucoup de nuances à apporter, mais bon, je suis vraiment d'accord sur l'essentiel. Alors simplement une précision dans ce que tu as dit sur le traité budgétaire de 2012. Ce qu'il faut être clair, je l'ai dit, c'est que dans le traité de Maastricht, la règle c'était 3%. Il ne faut pas dépasser 3% de déficit des administrations publiques, 3% du PIB, bien sûr. Et ça a été, alors, c'est peut-être efficace, comme tu l'as dit, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que c'est absurde de fixer une barre à 3%, quel que soit le niveau de la conjoncture. Ce
Ce qu'on enseigne à nos élèves, nos étudiants de première année, dans les politiques keynésiennes, c'est qu'il y a des moments où, bien sûr, il est tout à fait légitime, d'un point de vue économique, de dépasser les 3% si on est en période de dépression, etc. Mais comme on fait, excuse-moi, mais comme on fait les Américains, Bien sûr. Ils ont plongé à 7% de déficit. Et les Américains et les Anglais sont les seuls qui font de la bonne politique keynésienne. Évidemment. Voilà, et inversement, quand on est dans une période de prospérité, ben on récupère les déficits, etc. Donc c'est vrai que d'avoir fixé une limite à 3%, quelle que soit la conjoncture, c'est absurde. Donc dans le traité de 2012, tel que tu l'as dit, on a l'impression qu'on est passé d'un déficit de 3% à 0,5%. Alors c'est pas exactement ça, parce que le traité de 2012 a essayé de prendre en compte cette critique en disant la limite c'est 0,5% de déficit structurel. Ouais. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que là ça devient vraiment très technique, mais ça veut dire que effectivement on a le droit bien sûr de dépasser les 0,5% de déficit lorsque on est en dépression et inversement lorsqu'on est par contre en période de prospérité, il est obligatoire d'être à zéro voire au-dessus de zéro. Alors, ceci dit, je partage néanmoins cette précision étant donnée, important, je partage néanmoins le jugement de Benjamin, à savoir que cette limite est extrêmement contraignante, puisque, comme l'a dit Benjamin, aujourd'hui, alors c'est d'ailleurs techniquement très difficile à déterminer quel est le déficit structurel de la France, mais il est, selon les évaluations, il est entre 3 et 4%. Donc on est de toutes les façons en dehors des clous et on est finalement ramené plus ou moins à la règle précédente, même s'il y a un habillage qui est différent, puisque le 0,5% ça correspond au déficit structurel et non pas permanent. C'est un petit point technique que je voulais rajouter. Juste un mot, je confirme tout à fait ce que tu dis, c'est 0,5 structurel, alors qu'avant c'était 3%, tout court si je peux dire. Mais il y a énormément de débats sur ce 0,5 structurel, parce que comment on compte le structurel par rapport à la comptabilité classique, c'est très controversé, mais de toute façon l'idée, c'est ça qui est important, c'est que ça resserre la marge. Et c'est tout à fait confirmé par le fait, par rapport aux 3% classiques. Et c'est tout à fait confirmé par le fait que, dès qu'on s'en écarte, il y a toute une série de sanctions qui s'abattent sur vous. Votre budget doit être, c'est comme je l'ai déjà dit, examiné par antécédence, par la commission, qui l'approuve ou non, etc. Donc, je veux dire, toute la philosophie du traité, c'est pas de repenser différemment, c'est de resserrer parce que le premier, si vous voulez, l'idée c'est 1m40, je n'ai pas réussi à passer la barre, donc maintenant je vais essayer 1m60. Voilà, c'est ça le traité budgétaire. Merci beaucoup. Bien, monsieur. C'est ça, je ne suis pas du tout économiste, alors je ne peux pas vous poser de bonnes questions, j'essaierai de vous poser une question large parce que je crois qu'il y a un déficit quelque part depuis le début, et le début selon moi le traité de Rome, c'est la présence de la gauche, le rôle de la gauche dans la construction européenne. On a quand même plus que l'impression que l'Europe a été construite par la droite, pour aller vite, hein, une Europe libérale, depuis du reste le traité de Rome. Montesquieu, je vous le rappelle, l'avait critiqué justement que c'était une Europe libérale qu'on a le droit de construire. Bon, c'est bon pour les capitalistes, tout ça, etc. Mais pour le peuple ou le social, évacué. Comment expliquez-vous que depuis lors, ça ne fait que s'aggraver finalement? Là, maintenant, on est dans une Europe, on est passé du libéralisme au néolibéralisme. Après ça, bon, c'est le délitement. Tout ce qui reste, c'est d'en sortir, parce que c'est un piège, et d'en sortir, d'abolir l'Europe actuelle. Personnellement, je trouve qu'il faut mettre une croix dessus. Je ne crois pas qu'elle puisse être, hélas, réformée. Mais en même temps, on a besoin d'Europe. L'Europe que vous avez évoquée, je peux revenir là-dessus, l'Europe sociale, l'Europe avec un projet social que justement depuis le début, la gauche n'a pas su, n'a pas pu. Comment vous voyez cette évolution qui va vraiment au dérapage? Non mais justement, on a un point de, j'ai un point de désaccord avec la thèse que vous présentez. C'est tout à fait respectable, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le point de désaccord, c'est le suivant. C'est ce que j'ai dit d'emblée. Il y a un certain nombre de thèses qui présentent le principe même de la construction européenne, donc l'Europe, comme vicié d'emblée, dès le début, etc. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que ce que j'ai dit,
de 45 à, on va dire, fin des années 70, voilà, qui est la période, je le répète, la période des 30 glorieuses, la période la plus prospère de l'histoire du capitalisme, la période pendant laquelle le pouvoir d'achat des Français a été multiplié par 3 en 30 ans. Donc c'est pas vrai, j'ai beaucoup de respect pour Mendes France, et il avait bien pointé un certain nombre de limitations possibles, mais c'est pas vrai que l'Europe a toujours été synonyme d'appauvrissement des peuples. C'est pas vrai, c'est même le contraire pendant toute une période de temps. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas seulement grâce à l'Europe, alors là je suis pas naïf à ce point, parce qu'il y avait une dynamique économique tout à fait favorable, qui est ce qu'on appelle le Fordisme, production, consommation de masse, productivité. Mais l'Europe a été le construit institutionnel en phase avec ce mode de croissance pendant tout un certain temps. Il a permis en particulier l'expansion sur les marchés extérieurs des différentes entreprises, il a permis une certaine normalisation en termes de marchandises, etc., qui a permis une plus grande facilité aux échanges économiques, etc. Ce n'est qu'à partir, donc c'est ça peut-être le point qui nous sépare, mais en même temps nous met d'accord, ce n'est qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire à partir des grands troubles, si on peut dire, des années 80-90, à la fois les troubles monétaires et financiers, à la fois la déréglementation, à la fois le mur de Berlin, à la fois tout ça, que à ce moment-là, l'Europe a, dans mon texte, je dis la première Europe, la deuxième Europe. Que la deuxième Europe et le construit institutionnel autour de la deuxième Europe, alors là, oui, nous sommes d'accord, est parfaitement défaillant et est à l'origine de l'austérité, de l'appauvrissement, de tout ça. Mais si vous voulez, c'est là que je me sépare d'un certain nombre d'anti-européens. C'est pas sur la deuxième période, encore que je ne suis pas sûr qu'ils aient les mêmes arguments que moi, mais ça revient au même, ça revient à dire qu'on ne peut pas garder cette Europe-là. Bon. Mais, comment dire, je me sépare d'eux sur le fait que je pense que dans la première période, l'Europe a rempli son rôle. En plus, je le répète, ça n'a pas empêché, c'est la période du gaullisme, ça n'a pas empêché la SNCF, le nucléaire, Concorde, quoi qu'on pense du nucléaire par ailleurs, hein, ça n'a pas empêché les grands programmes, ça n'a pas empêché l'extension de la sécurité sociale aux agriculteurs, aux indépendants, ça n'empêchait rien de tout ça, l'Europe, à ce moment-là. Aujourd'hui, oui, ça l'empêche. Oui. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser de la forme actuelle. Mais ayez bien en tête que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'a pas été à l'époque. Ce qui signifie qu'il y a des formes de construit institutionnel en Europe qui peuvent être tout à fait favorables au développement dans un sens positif du terme. À nous de les trouver. Oui, alors vous avez dit, on a eu raison d'essayer de faire l'euro. Mais je partage votre point de vue sur cette première période positive. Mais est-ce que il n'a pas été plus sage de s'en tenir au moins pour peut-être longtemps à cette première phase, à cette première Non, non, on ne pouvait pas s'en tenir. Pourquoi on ne pouvait pas? Ben, on ne pouvait pas parce que toutes les conditions étaient changées. Parce que les conditions de la première phase, c'était par exemple des taux de change stables, fixes, avec, etc. Et donc, pourquoi je dis on a eu raison de tenter de faire l'euro? Je l'ai dit dans ma présentation. Parce que, comment dire, les tentatives de serpent monétaire européen, etc., de domestiquer la bête financière, ont échoué. Ont échoué. Jusque y compris, on a dit, l'Angleterre, qui est quand même... L'Angleterre et la livre, ils ont une certaine histoire, hein, une certaine expérience. Eux-mêmes, hein, ils se sont fait battre à plat de couture. Donc je veux dire, on ne pouvait pas continuer. On ne pouvait pas continuer avec les serpents, toutes ces bricoles-là. On ne pouvait pas. On pouvait pas. On peut peut-être compléter en disant qu'à cette époque-là, il faut aussi se souvenir comment ça s'est fait. Donc c'est quand même la France qui impose au moment de la réunification à l'Allemagne l'euro. Les Allemands ne voulaient pas de l'euro. Oui, c'est vrai. Et oui, les Allemands n'en voulaient pas. Et donc d'ailleurs, ils n'ont jamais détruit leurs réserves de marque. Aux Français. C'est vrai. Et donc, bon, c'est pour ça qu'ils ont imposé des conditions après qui étaient très
drastique. Mais ça, c'est quand même un fait que oui, c'est important. Mais si je peux me permettre, vous avez tout à fait raison, vous avez absolument raison. Mais si je peux me permettre qu'ils aient imposé des conditions drastiques, compte tenu du fait que, d'une certaine manière, on leur prenait leur monnaie parce que c'était la plus stable, ça, je le conçois tout à fait. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que, collectivement, je ne mets pas seulement l'Allemagne, collectivement, on a construit des conditions institutionnelles de l'euro dont l'histoire a montré qu'elles sont intenables. Et la grande critique, c'est pas de s'être trompé sur l'euro en 2001. On pourrait. Certains avaient vu juste. Philippe Seguin avait vu juste. D'autres avaient vu juste. Il avait vu juste. Il avait vu juste. Bon. Moi, j'avais vu faux. Hein? Moi, j'ai voté pour l'euro. J'ai voté pour Maastricht. J'ai voté pour l'euro, je le dis tout à fait clairement, en disant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper du reste. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on avait fait ça d'une telle manière qu'on ne pouvait plus s'occuper du reste. Et le reste, c'est le social. Mais je me suis trompé. Je ne me suis pas trompé en 2005, par contre. Hein. J'ai voté non au référendum de 2005. Et on s'est assis sur mon vote. C'est bien dommage, d'ailleurs. Parce qu'en 2005, les peuples, les Hollandais, nous-mêmes, etc., on a tiré un signal d'alarme. On a dit non, ça ne va pas. On arrête ça. On ne nous a pas écouté. Ça a donné 2008, ça donne la situation actuelle. Donc, et monter des populismes et tout le reste. Mais donc le reproche fait, c'est vrai que l'Allemagne, c'est normal qu'elle défende ses intérêts. Donc la critique, c'est moins de s'être trompé en 2001, c'est de s'être de nouveau retrompé en 2012 et d'avoir resservi le couvert dans des conditions catastrophiques. Alors qu'on sait très bien que ça va nulle part. Et moi, comment dire, quand il y a eu le Brexit, un certain nombre de... Moi, j'étais assez favorable au départ. Quand il y a eu le vote non, je me suis dit très bien, on se débarrasse des Anglais, on se débarrasse des néolibéraux à l'intérieur de l'Europe, enfin du fer de l'Angleterre. C'est une bonne nouvelle. Et puis après, je me suis dit, merde alors. Et si les Anglais s'en allaient et qu'il ne se passait rien, que l'Europe n'entendait rien, comme d'habitude. Et 8 jours plus tard, Merkel a dit, une chose est extrêmement importante, surtout ne rien faire, prendre son temps, etc. On y est toujours. Une dernière question. Oui, simplement une remarque. Je suis entièrement d'accord avec votre exposé. Sur la question de la responsabilité de la gauche, je mettrai un bémol. Parce que moi, je suis très frappé. La première, ce que vous appelez la première Europe, et je suis complètement d'accord avec votre analyse, première et deuxième Europe, ça me va tout à fait. Quand même, il y a une responsabilité des partis communistes italiens et français qui n'ont pas imposé une Europe sociale. Ouais. Et s'ils avaient imposé à l'époque, ils en avaient le pouvoir, parce qu'ils représentaient à peu près entre 20 et 25% de l'électorat, ils avaient la possibilité de dire, d'accord, on y va dans l'Europe, mais on veut une Europe sociale. Aujourd'hui, on aurait une charte sociale en Europe, on ne l'a pas, et c'est de la faute des partis communistes italiens et français. Je suis moins catégorique que vous. Je veux dire, ayant été membre du Parti communiste. Non, mais... et ayant fait cette erreur. Non, mais je trouve que c'est une très bonne discussion que vous avez visée. Hein. Simplement, comment dire, c'est vrai que le Parti communiste français, italien, etc., historiquement, on peut regretter qu'ils ne soient pas rentrés dans le mouvement en pesant de tout leur pouvoir pour essayer d'introduire des éléments sociaux dans l'Europe. On peut le regretter, historiquement. En même temps, il ne faut pas sucer son pouce. L'Europe a été faite quand même, pour l'essentiel, par des atlantistes et dans une vision anticommuniste aussi. Donc je veux dire, je ne suis pas... Non, vous voyez, je ne suis pas naïf. La dimension des architectes atlantistes de l'Europe, elle existe. Simplement, il ne faut pas essayer de nous faire croire qu'il n'y avait que ça. Il y avait toutes sortes d'autres choses. C'est en ce sens que on peut regretter l'attitude du Parti communiste de cette époque, etc. Il n'aurait pas eu la partie facile pour autant. Voilà. Non, mais ils auraient pu obtenir un certain nombre de choses qui n'ont pas... On n'est pas dans la situation d'aujourd'hui. Hein. On a des communistes européens, progressistes, etc. C'était pas ça. Hein. C'était la guerre des blocs. Hein. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la communication du professeur Georges. Je vais essayer de rester un peu, si je peux. Et puis, bien, merci.
Merci pour l'invitation. Je vais donc faire un exposé sur le dumping social dans l'Union européenne. Il a déjà été question d'ailleurs à plusieurs reprises, ne serait-ce que dans l'exposé de Benjamin, mais précédemment des questions sociales. Donc on comprend bien pourquoi les organisateurs de cette table ronde ont demandé qu'il y ait un exposé sur le sujet. Alors peut-être un avertissement préliminaire, c'est que il y a différentes façons d'aborder la question du dumping social et de l'Europe sociale, d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, etc. En ce qui me concerne, c'était dit au moment de la présentation, je suis économiste, donc nul n'est parfait, comme qui dirait. Et donc, bien sûr, il va y avoir un biais dans mon point de vue d'économiste, non pas que j'espère que tout le monde est conscient du fait que ce n'est pas parce qu'on est économiste qu'on est antisocial, bien au contraire, il y a des économistes fort heureusement de toute tendance, mais bien sûr, mon point de vue sera, mon angle d'analyse sera suivi celui d'un économiste. Je pense qu'un juriste aurait eu des choses très intéressantes à dire, mais qui auraient été différentes des miennes. Alors, première chose, j'ai essayé de trouver une définition du dumping social. Ça fait longtemps que je réfléchis sur ce sujet. Je me suis rendu compte que la définition même du dumping social n'était pas du tout évidente. Une des raisons, c'est que c'est un mot qui est utilisé, je dirais, dans le langage commun, journalistique, et qu'il est assez, de ce fait-là, assez imprécis. Alors du coup, je me suis fondé sur une définition qui me semble intéressante, qui vient de l'Assemblée nationale française. Donc il y a un groupe de travail de députés qui a travaillé sur cette question, qui se trouve sur le site de l'Assemblée nationale, ça date de l'année 2000, délégation de l'Assemblée nationale sur l'Union européenne, rapport présenté par Gaston Gors, comme vous pouvez regarder, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Et il est extrêmement bien fait, je trouve. Donc la définition est la suivante. Toute pratique consistant pour un État ou une entreprise à violer, à contourner ou à dégrader de façon plus ou moins délibérée le droit social en vigueur, qu'il soit national, communautaire ou international, afin d'en tirer un avantage économique, notamment en termes de compétitivité. Voilà, donc il me semble que c'est une définition relativement englobante, qui est plutôt d'ailleurs, qui penche plutôt du côté économique, juridique. La difficulté, c'est de l'appliquer à notre sujet, puisque l'Union européenne se trouve dans un cadre évidemment institutionnel différent disons, des États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis est un pays dans lequel le droit vient uniquement du niveau fédéral, principalement du niveau fédéral, alors que dans l'Union européenne, on est encore dans un régime dans lequel les droits nationaux ont beaucoup. Alors, de ce fait-là, je vais considérer 4 cas de dumping social, appliquant évidemment à notre sujet qui est l'Union européenne. Le premier, il est inclus clairement la définition que j'ai donnée, c'est qu'il y a dumping social lorsqu'un pays ou une entreprise viole la législation de l'Union européenne. Voilà, bien sûr, vous le savez qu'il existe une législation du travail et sociale en Europe, donc c'est facile à comprendre. S'il y a viol ou contradiction avec les recommandations de l'Union européenne, il y a bien sûr dumping social. Il y a un deuxième point qui est beaucoup moins évident, mais sur lequel on reviendra bien sûr, qui est celui de ce qu'on appelle la clause d'opting out, ou la clause de retrait, qui fait qu'un pays, pour éclairer le Royaume-Uni par exemple, qui est le meilleur exemple, un pays a le droit de demander à ce qu'une certaine partie de la législation européenne, notamment dans le domaine social, ne lui soit pas appliquée. Donc ça évidemment c'est une question importante qui est tout à fait admise dans le droit européen, mais qui, en fait, d'une certaine façon, je dirais, met le loup dans la bergerie, puisque, de mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu mon exposé, c'est quelque chose qui institutionnalise, d'une certaine façon, le dumping social, et on donnerait quelques exemples particulièrement éclairants pour ce qui est du Royaume-Uni. Troisième possibilité de dumping social, c'est lorsqu'il existe des contradictions ou des différences entre les législations nationales,
Et on verra bien sûr que ces différences sont importantes et nombreuses, et qu'une entreprise ou un État va utiliser ces différences, ces contradictions pour pouvoir, comme c'est dit dans la définition, en tirer un avantage économique, notamment en termes de compétitivité. Ces définitions étant données, je vais, le temps est compté, j'annonce tout de suite les deux parties que je vais traiter. Premièrement, comment les institutions européennes laissent une large marge de manœuvre aux entreprises ou aux États membres pour pratiquer le dumping social. Et deuxièmement, quelles sont les voies et moyens qui existent pour essayer de réduire l'étendue du dumping social que l'on connaît aujourd'hui. Donc, premièrement, état de lieu, les institutions laissent une large place à la possibilité de dumping social en Europe. La première raison, c'est que le droit du travail, le droit social en Europe couvre un domaine qui s'est élargi bien sûr au cours du temps, mais qui est loin de couvrir tous les domaines possibles du droit du travail et du droit social. Je le répète très rapidement, sans citer tous les points sur lesquels il existe une législation européenne, mais les points principaux. Le premier, la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, qui est un principe fondateur de la création du marché commun. Donc, Benjamin a parlé des origines du marché commun, et il a eu raison. Et il faut savoir que le marché commun, c'est la liberté, il y a 4 libertés, je vais détailler, mais entre autres choses, liberté de circulation, puisque vous savez bien sûr qu'aujourd'hui, un Français peut aller travailler en Allemagne, en Belgique, en Pologne, sans limitation. Alors, ça peut paraître un droit sympathique et, je dirais, incontournable dans un ensemble qui se veut intégrer, mais on va voir que c'est générateur d'un certain nombre de difficultés, notamment dans le cadre de la fameuse directive sur les travailleurs détachés. Deuxième principe d'élément de limitation, c'est coordination des régimes de sécurité sociale, c'est-à-dire que théoriquement, il y a toute une architecture qui fait que quelqu'un qui va aller travailler dans un ressortissant de l'Union européenne qui va travailler dans différents pays va avoir une portabilité de continuation de ses droits sociaux, suivant qu'il est en France, au Royaume-Uni, alors ça va changer, mais pour l'instant c'est encore le cas. En Allemagne et aux Pays-Bas, évidemment, il y aura continuellement la prise en charge de la protection sociale. Il existe également une législation assez large en ce qui concerne l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes sur la durée du travail. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a une directive européenne qui fixe la durée hebdomadaire maximale du travail il y a 48 heures, donc ça s'applique à tous les pays, sauf certains pays qui ont demandé des dérogations, notamment le Royaume-Uni. Et ce qui montre bien, j'insiste là-dessus parce que ça montre bien qu'un pays comme la France, par exemple, pour voir comment ça fonctionne, 48 heures, je dirais la France, bien sûr, on est beaucoup plus, il y a une législation sur le temps de travail qui est beaucoup plus stricte, mais bien sûr ça passe parce que c'est le minimum, la législation européenne, c'est le minimum de ce que chacun doit faire. S'il veut faire mieux, à chaque fois, il a la possibilité de le faire, ce qui est évidemment un élément d'hétérogénéité entre les différents pays. Autre texte important, le droit des licenciements, l'information et la consultation des salariés de l'entreprise, tout ça est régi par le droit européen, l'aménagement du temps de travail, le régime de travail à durée déterminée, le temps partiel et le travail en intérim. Voilà, donc un domaine qui peut paraître assez large, qui néanmoins est loin de couvrir tous les sujets, et puis aussi bien soutenir qu'à l'intérieur de ce minimum, les droits européens sont inégalement généreux, on pourrait dire, comme c'était dit pour le temps de travail. Deuxième point, donc cette hétérogénéité, on reviendra là-dessus, bien sûr, peut être un élément qui laisse la place à, ou les lacunes de la législation européenne laissent la place au dumping social. Deuxième chose, la clause de retrait en matière sociale optimale. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers des institutions européennes, ça veut dire que dans certains domaines, dans les traités européens ou les directives, dans la plupart des textes juridiques, un pays a le droit de demander de sortir son joker, si vous voulez, et de dire « moi, je ne signe pas cette disposition ». Alors bien sûr, ce qui est le plus connu, c'est en traité de Maastricht, vous savez qu'il y a 3 pays, à ce moment-là il y avait 9 pays dans l'Union européenne, il y en a 3 qui ont, oui, ça, il y en avait 9, il y en a 3 qui ont renoncé.
à l'Union monétaire, c'est le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède. Donc, en matière sociale, il faut savoir que le Royaume-Uni et la Pologne ont refusé, dans le cadre du traité de Lisbonne, d'accepter la clause, la charte des droits fondamentaux. C'est un texte important. Cette charte traite des libertés individuelles, de la non-discrimination, de la citoyenneté, des droits économiques et sociaux. Donc, Pologne et Royaume-Uni sont exclus de la législation. Enfin, se sont exclus, ont demandé à être exclus, et ça a été accepté parce que ça fait partie des règles du jeu. Alors bon, je donnerai un seul exemple. De cette possibilité qui est utilisée largement par le Royaume-Uni, c'est les fameux contrats zéro heure. Contrat zéro heure, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui est quelque chose qui existe au Royaume-Uni, c'est le seul pays dans lequel ça existe. D'ailleurs, ça ne pourrait pas exister en France, parce que précisément la France a voté un certain nombre de textes européens qui l'empêcheraient. Contrat zéro heure, ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'il y a un certain nombre de personnes, à savoir, il y a 900 000 personnes au Royaume-Uni qui ont ce type de contrat dans lequel il n'y a aucune garantie de. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes employé dans une grande surface, par exemple, on va dire cette semaine, on n'a pas besoin de vous. Par contre, la semaine prochaine, vous venez le mardi entre 19h et 23h parce qu'on a une nocturne, on a besoin de vous, et puis le mercredi, ce sera 7h du matin, etc. Voilà. Donc, bien sûr, ça, c'est interdit dans le droit européen, dans le droit français, mais au Royaume-Uni, ça fonctionne. Et alors, en regardant les statistiques, donc il y aurait 903 000 personnes, soit 3% d'emploi total, qui sont concernés par ça, mais dans d'autres statistiques, tout ça, ça vient du système officiel du Royaume-Uni, il y aurait 1 700 000 contrats de ce type. Alors cherchez l'erreur, quand j'ai cherché l'erreur, à part, ça vient du fait, encore du mais c'est pas drôle, qu'une même personne peut avoir plusieurs contrats zéro heure. Donc il est tiraillé entre plusieurs trucs, taillable et convéable, merci. Niveau de vie et de protection sociale, ils sont différents en Europe, ça je vous apprends rien en disant ça. Et il semble bien que s'observe en Europe la loi de Wagner. Alors la loi de Wagner, c'est quoi? Les économistes aiment bien ça, des relations qui semblent vérifiées partout, en tout lieu, en tout temps. Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, il semble que ce soit vérifié, à savoir, bon, Wagner, c'est un Allemand qui est vivait à la fin du XIXe siècle, qui n'a rien à voir avec le compositeur d'opéra, et qui a découvert que la protection sociale et les sommes qui étaient consacrées à la protection sociale croissaient plus que proportionnellement avec le PIB par habitant. Comment on explique ça? Comment il expliquait ça? Et ça semble valable d'une certaine façon propre. Les pays les plus